Bonjour à tous. C'est un plaisir de revenir expliquer ce qui s'est passé en 12 mois. C'est une belle illustration que j'ai envie de partager avec vous sur les questions d'économie positive. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'occupe d'une association qui s'appelle Mosaïque RH, qui a été fondée maintenant il y a un peu plus de 5 ans. Et Mosaïque RH, en fait, a pour vocation, à un moment donné, de dire en banlieue, il y a aussi un certain nombre de jeunes qui, contrairement à ce qu'on lit dans la presse, contrairement à ce qu'on regarde à la télé, ce sont des jeunes qui sont dans des dynamiques de réussite. Ils ont envie de se lever le matin, ils n'ont pas de problème pour aller à l'école et décrocher des diplômes de l'enseignement supérieur. Ce sont en fait des populations qui sont quelque part des héros des territoires, mais qu'on ne voit pas. On ne voit pas parce que c'est beaucoup plus facile, finalement, de fabriquer de l'actualité lorsqu'on est sur un fait divers, de faire monter, en fait, cette actualité autour d'un certain nombre de concepts négatifs, et ça génère du préjugé, que d'aller trouver les petites pépites qui sont finalement invisibles, qui bossent et qui ont envie d'être dans des dynamiques de réussite. Et on s'est dit, c'est dommage, puisque nous, on vit dans ces territoires, quartiers dits populaires, banlieues, territoires défavorisés, c'est important qu'en tant que citoyens, eh bien, on puisse essayer de changer un peu la donne. Avec nos humbles moyens, nos humbles savoir-faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus simplement être dans des dynamiques de revendication, ne plus simplement être dans l'attente, finalement, de ce que pourrait faire l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour faire en sorte que ces candidats qui, au final, qu'est-ce qu'ils recherchent après avoir bossé et obtenu des qualifications? Eh bien, c'est simplement trouver un emploi, et souvent le premier emploi. Et on sait qu'un premier emploi, c'est le démarrage en fait d'une carrière, c'est un premier salaire, c'est la possibilité de trouver un logement, c'est pouvoir porter une famille, c'est pouvoir consommer du loisir. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la dynamique d'insertion. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est important de noter un paradoxe qui est fondamental en France, c'est que quand le pôle emploi démarre l'année 2013, chaque année, en fait, il y a une enquête, il y a un sondage qui fait en sorte de faire remonter les besoins des entreprises françaises. Donc d'un côté, on a une statistique qui explose. Quand on est à 12% de chômage en moyenne nationale, ça explose et ça monte à 30, 40, parfois même 50% de taux de chômage dans les quartiers. Et on pourrait comprendre que ce sont simplement, ça relève de la responsabilité de l'individu, c'est peut-être les candidats eux-mêmes qui n'ont pas envie de bosser. Ça, je l'entends. Et de l'autre côté, on sait que quand cette enquête qu'on appelle besoin et main-d'œuvre, qui est portée par le Pôle emploi, est diffusée, eh bien, c'est 1 600 000 postes qui vont être créés ou qui vont faire appel, en fait, à une action de recrutement. Donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant, il y a une statistique, c'est-à-dire que même en période de crise, il y a des entreprises qui recrutent. Et quand on rencontre les entreprises, quand on parle avec les entrepreneurs, on se rend compte qu'il y a de plus en plus en fait, d'entrepreneurs qui nous disent « je n'arrive pas à recruter, j'ai envie de me développer, j'arrive à un stade où je veux lancer un nouveau produit, où je veux travailler un nouveau marché et je n'arrive pas à trouver la compétence parce que mon entreprise n'est pas connue, parce que le métier n'est pas sexy. » Et finalement, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a un vrai problème de discrimination à l'accès à l'information. Et donc, plutôt que de considérer que c'est la faute de l'un ou de l'autre, nous, on s'est dit, créons en fait une action de mouvement, une action qui va avoir pour vocation d'aller voir toutes les entreprises qui ont décidé de s'engager sur ces sujets et qui ont envie à un moment donné de travailler sur un axe de diversité, de se comporter, parce que c'est dans les valeurs, dans l'ancrage de l'entreprise, comme une entreprise citoyenne ou qui a envie d'expérimenter une action sur un nouveau territoire parce qu'elle a envie de s'y implanter par exemple, allons les voir et essayons de construire en fait des plans d'action. Si on est capable de leur parler, si on est capable de les convaincre, on arrivera à collecter un certain nombre d'offres à pourvoir. Et ces offres-là, finalement, on a diffusé à travers nos réseaux, et on a identifié un certain nombre de copains, de candidats qui, au regard des compétences, correspondaient aux critères de l'entreprise. Et pas dans une démarche qui aurait pu être sociale, qui consistait à pousser des CV pour leur donner la chance. L'idée, c'est de matcher un besoin
qui est complètement objectif de la part d'une entreprise. Donc c'est intéressant parce qu'on évoque aussi tout ce qui relève du subjectif. Donc il y a une discussion, une espèce de transmission d'informations qui peut se faire, que dit le Code du travail. Est-ce qu'on a le droit de rechercher un homme plutôt jeune, école de commerce? Mais quand on est dans cette attitude, on est dans une attitude discriminante. Et ça relève du pénal. Donc engageons la discussion, comprenons pourquoi ça bloque. Et derrière, eh bien, ce qui est le plus important finalement, c'est de donner ces opportunités sur les territoires défavorisés. C'est très simple pour une entreprise de promouvoir une offre, mais si l'information n'accède pas sur les territoires qui sont plutôt fermés ou qui n'exploitent pas ces opportunités, on n'arrivera pas à mettre des dynamiques en marche. Et c'est comme ça que s'est installé en fait le premier cabinet de recrutement à but non lucratif. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas travailler l'axe des recrutements CDD, CDI? Pourquoi ne pas aider également sur l'axe des accès de contrats en alternance? On a monté cette organisation avec nos humbles moyens, comme je vous disais, et puis il fallait à un moment donné aussi revendiquer un certain nombre de choses. Et parmi les choses qu'on a revendiquées, c'est surtout pas dépendre des subventions publiques. Faire en sorte finalement que notre projet puisse trouver un modèle. Et le modèle qui nous a apparu en fait le plus efficace, c'est d'être challengé par les entreprises elles-mêmes. Donc on va faire un pari, vous allez nous confier vos offres, et nous, on va s'engager auprès de vous pour pouvoir trouver la bonne candidature. Et si ça marche, si vous le recrutez, si la personne reste sur le poste, eh bien, on va vous envoyer une facture. Même si on est une association, ça va être une manière de reconnaître à la fois la qualité de notre travail et de nous aider à investir dans notre développement. 5 ans plus tard, j'ai recruté une équipe de 22 collaborateurs, alors qu'à l'origine, je n'avais pas prévu d'être aux manettes en fait, d'une organisation type PME. Au bout de 5 ans, on a 3 antennes aujourd'hui, parce qu'on a eu envie de commencer à tester ce que ça pourrait donner sur d'autres territoires. Au bout de 5 ans, quand on fait les comptes, on a placé 1700 candidats en entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a surtout été les grandes entreprises qui nous ont suivis sur ce discours. Et au bout de 5 ans, c'est une entreprise sur 2 du CAC 40 qui a acheté une prestation au sein de Mosaïque RH. Donc, on s'est dit, tiens, maintenant qu'on a des statistiques, maintenant qu'on a créé de la valeur, ça serait intéressant de la quantifier. Et on a eu la chance d'avoir un cabinet de forte notoriété, puisque c'est McKinsey qui nous a proposé d'évaluer nos résultats à travers une campagne de pro bono, c'est-à-dire de mécénat de compétences, d'essayer de détecter, de comprendre nos fichiers, essayer de voir à peu près la valeur qu'on avait créée sur 2011. Et l'exercice a été très intéressant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait réussi à autofinancer un modèle, qu'on avait réussi à placer un certain nombre de candidats avec un niveau de satisfaction plutôt bon au niveau des entreprises parce qu'elles nous ont suivis et elles continuent à s'engager auprès de nous. Et on a surtout en fait identifié une valeur très forte, c'est-à-dire que l'impact économique, le coût évité pour la collectivité, il est de 4 000 € par candidat. C'est-à-dire que non seulement on a un service qui s'autofinance, mais en plus de ça, ça permet en fait à la collectivité, parce que la collectivité à un moment donné, elle distribuera moins de services sociaux, et parce que le candidat il aura retrouvé du travail 6 mois plus vite que la moyenne nationale, eh bien on a en fait une création en fait, de valeur et on génère des revenus supplémentaires parce qu'on paye des cotisations, on va payer des impôts, on va payer un certain nombre de recettes. Et cette valeur, en fait, on a extrapolé, on s'est dit, si on généralisait la méthode sur toujours ce segment qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les jeunes diplômés Bac+2 à Bac+4, à Bac+5, si on généralisait cette méthode, quelle serait la valeur? Et McKinsey nous dit, avec des indicateurs extrêmement conservateurs, que c'est plus de 13 millions d'euros économisés par la collectivité. Donc on voit bien qu'à un moment donné, si on investit dans une action comme celle-ci, que ça peut non seulement permettre concrètement de satisfaire des besoins, offres, demandes sur le marché du travail, mais surtout permettre en fait à la collectivité de moins injecter du service public. Donc, fort de cette expérience, on s'est dit, maintenant il faut grandir. Maintenant, finalement, on s'est toujours développé en fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'endettement, on n'a pas d'investisseurs dans l'organisation, c'est ça aussi une association, et on voudrait conquérir de nouveaux territoires. On voudrait aller sur des bassins d'emploi stratégiques. Et on a commencé à militer sur notre concept, on a commencé à écrire, on a commencé à raconter notre histoire à travers un certain nombre de canaux médias. Et un jour, je reçois un coup de fil assez extraordinaire du service du protocole de l'Élysée
allô, et qui me dit, voilà, le président de la République s'intéresse en fait aux questions des quartiers, il aimerait organiser un petit déjeuner en comité fermé avec un certain nombre d'acteurs qui font des choses sur les quartiers. Bizarre, protocole de l'Élysée. Et petit à petit, en fait, je comprends en fait que là, il y avait une ouverture extrêmement intéressante sur le constat qu'on avait décidé de mettre en œuvre. Et donc, on va à ce déjeuner qui s'est extrêmement bien passé. On mange très bien à l'Élysée. Mais surtout, en fait, on pose des problèmes et d'une manière très directe et avec une vraie authenticité, on a eu des échos, des réponses, une envie, une empathie par rapport aux différentes thématiques. Donc différentes thématiques ont été abordées et moi j'ai porté celle de l'emploi. Et à la fin du déjeuner, je vois qu'on nous sert le dessert et finalement, qu'est-ce qui s'était passé? On était dans une discussion. On a ouvert un débat avec des acteurs. Et je reprends la parole et je dis, Monsieur le Président de la République, ce qui serait intéressant, c'est que vous permettiez en fait aux acteurs qui sont ici autour de la table de mettre en œuvre leurs actions à un niveau national parce que nos solutions marchent. Et j'avais pas prévu de dire ça et je m'attendais pas en fait à sa réponse. Et très naturellement, lui, il dit, bah écoutez, chiche, ce que je vous propose, c'est de revenir me voir dans 2 mois avec un plan d'action et on passera la moulinette et on verra ce que ça marche. Ça nous a donné une patate incroyable. Parce qu'en fait, on avait simplement besoin d'un signal. Et le signal, eh bien, nous a poussé à continuer à bûcher, à faire des analyses sur nos actions. Et on s'est rendu compte, en fait, que le besoin aujourd'hui en France, il était, en fait, de continuer à essaimer, mais d'être positionné sur des emplois stratégiques, à la fois en Île-de-France, mais aussi en banlieue, mais aussi en région. Et on s'est rendu compte que l'idée, c'était de mettre un réseau d'agences au niveau national en place de recrutement. Et quand on a cartographié les différents acteurs du service public, quand on a regardé en fait ce que faisait le Pôle emploi, les missions locales, les plis, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette. Et ce trou dans la raquette, on a été beaucoup plus à l'aise pour l'affirmer parce que finalement, on était déjà dans la réponse. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins. On partait toujours du besoin du candidat. C'est-à-dire que quand le candidat exprime un besoin de recherche d'emploi, d'accès au stage ou à l'alternance, il va rencontrer en fait des acteurs, des travailleurs sociaux, des spécialistes. Ces acteurs sont animés par le service public de l'emploi. Et de l'autre côté, en fait, personne ne va voir les entreprises. Les seuls qui le font, en fait, c'est le secteur privé, avec une logique extrêmement lucrative, et qui le font parfois bien, mais parfois, eh bien, on n'est pas tout à fait dans des intérêts qui correspondent à l'intérêt général. Et ça, c'est intéressant à remarquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est capable de doter le service public de l'emploi d'un bras armé recrutement, c'est-à-dire qu'il faut, moi je revendique aujourd'hui qu'il faut créer un service public qui correspond à une activité de recrutement qui rentrera en complémentarité avec le service public de l'emploi, eh bien on pourra des 2 côtés en fait de la chaîne équilibrer un service et avoir une meilleure efficacité au service des publics les plus défavorisés. Dernier point à prendre en compte, c'est que ce service public finalement, et c'est ça l'économie positive, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là et de partager en fait cette information avec vous, ce service public en fait il ne coûte pas à la collectivité, il rapporte de l'argent à la collectivité. Alors fiscalement effectivement ça pose un problème, mais quand le contrôleur fiscal est venu nous voir parce qu'on est une asso, parfois on a des soutiens, des donateurs qui viennent nous soutenir, et que derrière on a du chiffre d'affaires et qu'il faut payer l'IS, ça peut devenir facilement incompréhensible, mais il suffit simplement de distinguer les 2 activités. Si on gagne de l'argent, on paye des impôts et on est fiscalisé. Par contre, ça veut dire que derrière, on est capable de financer un nouveau service et que ce service, à terme, s'autofinance. Donc voilà, c'est les 3 bonnes nouvelles aujourd'hui que je viens vous apporter. 1, l'économie positive, c'est vraiment du concret. 2, l'économie positive peut permettre l'innovation, trouver en fait de nouvelles solutions pragmatiques. Et 3, l'économie positive peut devenir et doit devenir s'autofinance à une époque où on recherche à faire des économies. Et je pense que si demain on généralise cette méthode et qu'on travaille tous intelligemment avec les pouvoirs publics, ça peut fonctionner. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'ai juste pris ma voiture, il y a 2 heures j'étais à Trappes, et on vient d'initier le premier investissement concret des pouvoirs publics, c'est-à-dire que j'étais à Trappes avec Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire, et le ministre de la politique de la ville, François Lamy, pour pouvoir impulser cette première dynamique d'agence. Et on devrait dans quelques jours
ouvrir la première agence de recrutement dans le territoire du 78, qui est un territoire stratégique parce que bassin d'emploi, un certain nombre d'entreprises qui sont présentes, et Trappes, des cités avec plein de jeunes qui ont envie de s'en sortir, et l'idée c'est de créer ce matching. Donc pour finir, créons tous ensemble un écosystème favorable. Chacun peut avoir sa petite énergie complémentaire dans une grande organisation. L'accès à l'information est crucial. Si à un moment donné, on est tous capables de se fédérer dans une organisation, ça peut fonctionner. Merci à tous.